L'idée qui est derrière, néanmoins, en termes de culture commune, c'est le fait que moi, j'en ai plutôt une approche conflictuelle et non pas l'idée qu'on fait culture commune en commençant par le consensus, par ce sur quoi nous sommes d'accord, mais plutôt sur la manière d'aller nous chercher dans nos désaccords. De mon point de vue, c'est comme ça qu'on construit du commun. C'est en explorant ce qui nous oppose, ce sur quoi on n'est pas d'accord, à quelles conditions on n'est pas d'accord, ou à quelles conditions on pourrait être d'accord. C'est en fabriquant de l'accord à partir de l'exploration de nos divisions, de nos positions. Et de ce point de vue-là, dans cette dimension conflictuelle, il me semble qu'une des clés, c'est effectivement la reconnaissance, donc aussi la connaissance des différents rapports de domination, y compris de connaissance de travail de ces questions-là avec tout le monde, avec les élèves par exemple, notamment, mais avec tout le monde dans l'école pour pouvoir se saisir collectivement de ces questions-là et du coup de faire des inégalités et des rapports de pouvoir un enjeu de travail concret, quotidien, qui permet à la fois de sortir des identifications de catégories, les femmes, les hommes, etc., mais aussi de développer du pouvoir d'agir à partir précisément de ce qui divise, ce qui nous divise dans cette société-là. Voilà. Donc, c'est un peu dans cette perspective que je travaille. Alors, après, la table ronde ayant été organisée autour de la segmentation pour se dire on va parler d'intersectionnalité, d'une part, et d'autre part, on a un problème concret, c'est-à-dire qu'on a 20 minutes chacun, j'en ai déjà perdu un quart, hein, on a 20 minutes chacun, mais je ne suis pas sûr que nous soyons, vis-à-vis de tous les rapports sociaux, nous ayons la même familiarité avec ces questions-là. Et que du coup, il y a un risque dans l'égalité du temps de faire ce que Bourdieu disait par rapport à la télévision, hein, c'est-à-dire on donne le même temps à tous les débatteurs, mais bon, celui qui va sortir des choses que tout le monde connaît par cœur, je veux dire, il a déjà convaincu tout le monde avant de parler, et celui qui a un point de vue un peu différent, il va ramer, utiliser tout son temps à se justifier. Voilà. Et je vais pas complètement échapper à cette logique-là. C'est pour ça que j'ai construit une perspective un petit peu différente, c'est que il me semble quand même important de parler, y compris des mots, parce que j'ai entendu ce matin qu'on parlait d'éléments genrés et sociaux, de jeunesse de classe populaire, d'élèves issus des milieux les plus défavorisés. Je me disais, bon, bah oui, il va y avoir du boulot si tu veux ramener la race, hein, parce qu'elle est clairement absente du tableau, spontané, pour le coup, par lesquels on parle hein, des enjeux, des divisions, des inégalités dans les manières de les aborder. Alors, j'aurais bien commencé par Fanny, oui, comme Fanny, par vous proposer des statistiques du ministère de l'Éducation nationale sur les divisions racialisées dans l'école, mais j'en ai pas trouvé. Voilà, vous le savez qu'une des difficultés, elle est là, enfin une des difficultés de connaissance en tout cas, mais pas seulement de connaissance, parce que je voudrais vous montrer en même temps qu'on on commence à connaître aussi pas mal de choses dans cette affaire-là, avec une soixantaine d'années cumulées de travaux sur le racisme, les discriminations raciales à l'école, etc. Par contre, je pense que c'est plus en termes de reconnaissance que pose le problème. Il n'y a pas égalité de projection, d'accord, vous êtes dans le flou ou dans le noir, ou dans le... Est-ce que ça fonctionne? J'ai l'impression que ça va fonctionner. Voilà. Ça va? Ça vient? OK. Oh, le suspense, pardon. Non. On va essayer. OK. Du coup, je voulais... enfin, c'est pas qu'une question de connaissance, le problème des statistiques. Ça témoigne aussi d'une structuration, en fait, de la manière de produire de la connaissance, donc, en fait, de la reconnaissance de l'équivalence ou de la non-équivalence entre les rapports sociaux. Et si vous travaillez en classe, ça ne marche toujours pas. C'est mon truc. Il faut que je modifie ça. Alors, si vous travaillez en classe, par exemple, avec les élèves sur ces questions-là, une pratique courante est de les faire chercher dans le dictionnaire, par exemple sur la définition du racisme. Et alors, dans le dictionnaire, vous allez trouver quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec ce dont on discute ici, pas grand-chose à voir avec une définition des rapports de domination, puisque vous allez voir une définition du racisme comme une idéologie dont éventuellement ça a des effets en termes de pratiques, et notamment des pratiques de violence ou d'agressivité vis-à-vis d'un autre groupe. Voilà. Donc l'idéologie est première, et ensuite arrivent éventuellement des pratiques. Le problème de cette définition,
Oui, du coup, je vais prendre un petit peu de temps, pardon si, ces éléments. Il y a des enjeux de reconnaissance de ces questions, et je disais par rapport à la définition qu'on peut trouver dans le dictionnaire, on a une définition qui nous oriente vers une approche idéologique. Et le problème de cette approche idéologique, c'est qu'elle présuppose qu'il n'y aura de racisme que s'il y a intention, que s'il y a adhésion à un cadre idéologique. Et évidemment, quand on est dans cette perspective-là, on passe à côté de ce qui est probablement un continent d'ensemble de pratiques qui ne sont pas nécessairement intentionnelles, et qu'en fait, la question de l'intention est assez peu intéressante. Je veux dire, elle est secondairement intéressante, à mon avis, pour saisir le problème auquel on a affaire. Alors, le premier élément, c'est effectivement que ce qui est compliqué en parlant de race à l'école, c'est d'abord qu'on ne parle pas de race en France. Hein, on va revenir sur le mot, mais qu'on a un discours antiraciste de l'institution. Mais en fait, on a aussi un discours antisexiste de l'institution. Bon, ça ne règle pas le problème. Simplement, dès lors qu'on pose la question de la race à l'école, moi, on m'objecte toujours, oui, mais il y a le discours antiraciste. Ben oui, en fait, c'est la même chose pour tous les rapports sociaux. C'est-à-dire, il peut y avoir un discours de l'égalité. Il y a un grand discours de l'égalité des chances. Bon, ben voilà, ça n'a absolument aucun lien avec le problème des inégalités scolaires. Voilà. C'est même un discours paravent, hein, qui sert en fait à cacher un certain nombre de problèmes. C'est la même chose sur le problème du discours antiraciste de l'institution. C'est que non seulement il sert à cacher la structure du problème, mais en plus, c'est un discours largement raciste dans sa manière de penser les choses, puisque depuis 2003, le ministère de l'Éducation nationale s'est mis à avoir un discours antiraciste, et il l'a défini immédiatement comme une question de communautarisme, en disant on va lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Le chapeau de tout ça, c'est la lutte contre le communautarisme. C'est-à-dire qu'en fait, le vecteur du racisme, ben, c'est les communautés, hein, étrangères et de banlieue, supposées, hein, d'accord, qui amènent indûment dans l'école le problème du racisme. C'est comme ça que le ministère représente. Alors depuis 2003, c'est clairement sous l'égide lutte contre le communautarisme, mais ce discours a une histoire plus longue, puisqu'on le retrouve en 1994 dans la circulaire Bayrou sur le voile à l'école. Hein, et c'est toujours indexé à ça en réalité. C'est-à-dire la première fois que le ministère a un discours qui parle de discrimination à l'école et de discrimination raciale, il en fait quelque chose qui est importé par les publics musulmans de banlieue. Voilà. Ce seraient eux les vecteurs de problèmes de la discrimination. Et donc le discours du ministère, c'est à la porte de l'école doivent rester les discriminations. Ce qui est extraordinaire, hein, comme affaire. Alors on aimerait bien qu'elle reste à la porte de l'école, mais ça voudrait dire qu'elle ne soit pas déjà dedans, d'une certaine manière. Du coup, problème d'inégalité de reconnaissance des différents rapports de domination, ce que je disais tout à l'heure, les statistiques générales dont on dispose, d'abord, il n'y a pas de statistiques générales en tant que telles, mais même quand il y en a, et même quand il y a des enquêtes, je reprendrai quelques éléments sur l'enquête trajectoire et origine, par exemple, elle aborde les choses à partir de l'entrée migration. Or, l'entrée migration pose effectivement un certain nombre d'éléments qu'il y a dans le processus de l'expérience migratoire et de sa transmission de génération en génération, des enjeux qui se jouent autour du racisme, mais ça passe à côté de l'expérience de racisme de plein d'autres catégories de populations scolaires. On ne parle pas de l'antisémitisme, on ne parle pas de l'antiziganisme, de la place des Roms, hein, des élèves dits Roms dans l'école. On ne parle pas de l'expérience des personnes qui viennent des ex-colonies dans la France hexagonale. Donc en fait, le prisme immigration, si vous voulez, il est borgne d'une certaine manière. Hein. C'est-à-dire qu'il nous fait passer d'une part à côté d'un certain nombre d'informations, mais surtout il a pour effet de reproduire une division qu'on a souvent dans le discours sur l'école, c'est que si on veut penser le racisme, il faudrait penser structurellement le racisme. C'est-à-dire comment, y compris des petites minorités numériques, comme les élèves dits roms à l'école, quel traitement ils ont et comment la particularité de ce traitement a du sens du point de vue de la construction, en fait, du racisme dans l'institution scolaire. Donc il faudrait avoir quelque chose, une lecture, si vous voulez, qui sort des cloisonnements que l'on a à l'intérieur des disciplines scientifiques, où la question dite des Roms est traitée par les spécialistes de ça, la question de l'immigration est traitée par les spécialistes de l'immigration, et à côté, on a le grand discours des inégalités qui s'intéresse surtout aux inégalités sociales. Voilà. Donc on a des effets de division, si vous voulez, dans la structuration du champ, qui rendent difficile en fait l'exploration de ces questions-là. Alors, est-ce que les races existent? Moi, je suis assez avec Colette Guillaumin à l'idée de dire,
oui, enfin non, mais oui, bien sûr. Non, non, elle n'existe pas comme ce qu'on veut nous faire croire ou ce qu'on veut continuer à croire. Parce que l'idéologie porte, hein, c'est-à-dire l'idée d'une différence naturelle ou essentielle, mais bien sûr que ça existe comme rapport social. Hein. Et c'est au nom de ce rapport social qu'on a asservi, qu'on a tué et qu'on continue à le faire aussi, encore aujourd'hui. Donc, il me semble que là, on a besoin effectivement de penser et de nommer aussi cette question-là. Et je vous donne un petit exemple, c'est la thèse récente de Laura Foy, soutenue à l'université d'Aix-Marseille, qui a fait un travail tout à fait remarquable sur les écoles maternelles et primaires des quartiers nord de Marseille et sur la manière dont le rapport socio de race structure, au fond, le quotidien du travail d'équipe enseignante, de la manière dont les enseignants traitent les élèves et les parents, et de la signification professionnelle qu'a, au fond, la manipulation des catégories de ce rapport de domination. La place que ça a dans le travail. Alors, pour aborder un peu, je voudrais maintenant passer très rapidement en revue un peu vraiment très très rapidement ce qu'on sait un peu autour de ces questions. Et je vais commencer par le point auquel on ne s'attend pas souvent, parce que quand on parle du racisme, on pense élève. Voilà. Je termine une enquête sur la question du racisme au travail dans l'éducation nationale. Et je voudrais commencer par là, parce qu'y compris, il y a des liens entre la manière, il y a des liens très clairs entre la manière dont on traite les élèves et dont on traite les agents, c'est-à-dire du statut qu'ont ces catégories raciales, ces manières de racialiser, entre la sphère du travail et la sphère de l'enseignement. Le premier point à noter, c'est que les personnels scolaires qui subissent du racisme au travail ont tous vécu déjà du racisme à l'école. Et en fait, ils ont appris à l'école qu'ils étaient noirs, arabes, etc. C'est-à-dire qu'une des premières fonctions de l'école, c'est de socialiser racialement aussi les gens, hein, avec les socialiser au sexe, avec les socialiser à des positions de classe, etc. C'est-à-dire ça participe, le cadre scolaire participe de cette socialisation-là, et c'est en général à l'école, maternelle, primaire, parfois collège, que, comme dit Salima, vous le voyez, elle est devenue une arabe. L'autre élément très transversal dans cette enquête, c'est que, vous voyez, j'ai travaillé dans 11 académies différentes comme point de départ, à toutes les échelles vraiment de l'établissement jusqu'au ministère et à l'inspection générale, avec des métiers, des positions professionnelles, ancienneté très très variées. Et en fait, si on se concentre sur l'expérience des personnes qui subissent du racisme, que j'appellerais des personnes racisées, hein, c'est-à-dire qui sont construites racialement par le racisme, on le retrouve partout. Ce vécu est partout, c'est-à-dire partout dans tous les territoires et dans toutes les strates du fonctionnement de l'organisation du système scolaire. C'est une expérience relativement continue, c'est-à-dire qu'un élément qui est relativement clair dans l'expérience des personnes, c'est que c'est quelque chose qui est à répétition, hein, qui est tout au long de leur vie professionnelle, mais aussi au-delà de l'école, hein, va se répéter comme autant de piqûres de rappel de la position sociale des personnes et du coup de ce qui est attendu ou pas attendu d'elles, etc. Et l'autre élément, c'est ce que Philomena Essed appelle des scripts, c'est-à-dire qu'en fait, on a des manières de raciser, hein, des manières de traiter l'autre racialement qui sont assez stéréotypées, c'est-à-dire c'est des mêmes scripts, des mêmes manières de faire qui reviennent et qu'on peut repérer de façon assez régulière à travers le temps, les territoires, etc. Avec un effet quand même, c'est qu'il y a des éléments contextuels macro, hein, d'accentuation, et notamment politique, c'est-à-dire toute la politisation et l'instrumentalisation de la laïcité, qui a un effet très très notable sur l'islamophobie, hein, sur la manière dont ça va générer une violence plus ouverte vis-à-vis des collègues perçus comme musulmans ou musulmanes, mais aussi des configurations d'établissements dans lesquels des établissements qui sont vécus comme des établissements ghettos et dans lesquels les relations sont pourries au sein des équipes. Voilà. Et dans ces cadres-là, la racisation est plus intense, plus ouverte, hein, plus à ciel ouvert, on pourrait le dire, clairement. Donc il y a des effets de variation en même temps qui sont liés à des éléments de ce contexte-là. À partir de là, et ça va dans les scripts qu'évoque Philomena Essed, on peut repérer 5 grandes formes d'expérience du point de vue du racisme au travail,
ce que j'appelle la racisation indirecte ou l'effet billard, hein, c'est-à-dire combien la manière de traiter les élèves est reçue par les personnels assignés aux mêmes catégories raciales et qui se disent il parle de qui là? Il parle pas de moi aussi? Enfin, quand ils disent ça des élèves, ils pourraient le dire de moi. Ou moi, c'est ce que j'ai entendu quand j'étais élève. Enfin, vous voyez tout cet ensemble, c'est-à-dire qu'au fond, on pense que la division agent-élève, hein, les deux côtés de la barrière fonctionnent de manière séparée. Et d'ailleurs, dans la sélection des gens, on les prépare en disant, bon, vous êtes passé de l'autre côté de la barrière, même discours que pour la police. On les prépare à cette séparation et en fait, ils font l'expérience que cette séparation ne tient pas. Hein, parce qu'au fond, ils s'identifient au racisme que peuvent vivre leurs élèves de la part des collègues. L'autre grande forme, c'est vraiment la forme la plus courante, hein, mais parce que c'est aussi une catégorie très très large, c'est ce qui est appelé les micro-agressions. C'est-à-dire l'exemple type de ce que tu disais, je suis pris pour une femme de ménage, voilà, avec des collègues qui ne veulent pas croire que c'est une collègue, alors que ça fait juste 2 ans qu'elle est quand même à côté de lui, y compris dans les réunions, voilà, mais il ne veut pas croire que c'est pas une femme de ménage ou une ATSEM ou une AESH, etc. Autre forme, c'est parfois effectivement des épisodes racistes plus ouverts, comme cette formule, il y en a marre de ces 3 bougnoules qui grattent des heures sup, dit un prof. Donc on voit que ça a à voir avec la distribution du travail, hein, cette question-là, qui a bien une normativité autour de ça. Ou l'exemple type, c'est la question de ce que vit Elisabeth, par exemple, c'est-à-dire dans le conflit et le contexte de guerre israélo-palestinienne ou de guerre autour de la Palestine, la manière dont elle, en tant que juive, peut être l'objet d'une logique de harcèlement ouverte dans son propre établissement. 4e forme, c'est l'injonction à discriminer. Alors ça marche particulièrement dans le recrutement des assistants d'éducation. Hein, il y a eu l'un ou l'autre travaux qu'on connaît autour de ces questions-là. Et puis, la dernière chose, c'est la question de discrimination dans le recrutement et la carrière. Et là, on a vraiment, là encore, des scripts, c'est-à-dire des choses qui sont récurrentes. Ce que dit, par exemple, Laïla quand elle dit on m'a mis la note de 2, voilà, au concours, à l'oral. On a mis la note de 2 alors que je connaissais très bien le sujet. Voilà. En fait, mot pour mot, c'est ce que disent d'autres collègues. La même note, la même situation où ils connaissent bien le sujet. Et pourquoi 2 ? Ben oui, c'est pas, c'est la note qui permet de disqualifier sans avoir à rendre des comptes sur pourquoi on a mis cette note. Donc en fait, vous voyez, il y a des scripts qui parlent de la façon dont est organisé le système scolaire et et là, en l'occurrence, le système de recrutement. Si je vais du côté des publics maintenant, après le côté des agents, nous rappeler que c'est deux petits extraits du CNESCO, du rapport du CNESCO de 2016, qui, sous l'angle effectivement immigration ou issu de l'immigration, pointe le fait que l'évolution, ce qu'avait pointé Felouzis aussi, le fait de l'évolution des données PISA vient mettre à mal l'idée précédente, qui était dominante de façon précédente, que tout se résume à la question de la classe sociale. C'est-à-dire on voit dans la trajectoire historique des effets de différenciation entre la question classe sociale et la question immigration, enfin, dans ce sens-là. Et donc, ça montre en même temps que les deux sont très articulés, mais en même temps qu'il y a des effets dans le temps de désarticulation aussi entre les deux. Hein, ça révèle pour moi les deux phases de la chose. Autre élément, autre approche qui est par les enquêtes dites de victimation. Le terme n'est pas terrible, mais là, c'est un extrait de l'enquête Trajectoire et Origine qui montre que, comparé à la population majoritaire, c'est-à-dire non descendante d'immigrés, non immigrés ou non descendante d'immigrés, vous voyez que l'expérience déclarée de discrimination dans l'orientation, la notation, la discipline ou les sanctions, ou les façons de s'adresser, les interactions en classe, polarise clairement les populations et fait apparaître un vécu de l'école très clairement beaucoup plus racisé de la part des élèves descendants de parents qui viennent de Turquie, d'Afrique centrale, d'Afrique sahélienne, du Maroc, de Tunisie ou d'Algérie, par exemple. Voilà. Donc, à l'intérieur même de la question du racisme, il faut prendre en compte que tout le monde ne subit pas le même type de racisation, d'accord, avec la même intensité, peut-être selon les éléments. À partir de là, je voudrais simplement dire comment, là, on a des éléments globaux, dont on a une espèce de photographie très générale. Ce qui est déclaré là en termes de vécu,
Je voudrais simplement vous dire qu'on commence à accumuler pas mal d'études, même si elles sont micro, même si elles sont fragiles les unes les autres, mais l'effet de cumul commence à être relativement robuste, qui montrent qu'en fait, ce que disent les élèves, c'est attesté. C'est attesté quand on observe les pratiques. Voilà. C'est-à-dire, ce n'est pas dans leur tête, ce n'est pas qu'un sentiment de discrimination. Il y a derrière ce sentiment des mécanismes qui sont observables. Je vous en ai fait simplement la liste ici, pour montrer que c'est à peu près là aussi dans toutes les dimensions pour ce qu'on en connaît. L'organisation du système scolaire, donc là, réinterpréter la question de la ségrégation à l'aune effectivement des rapports sociaux de race notamment, mais articulé avec la question évidemment des rapports sociaux de classe. La problématique même de l'éducation prioritaire, c'est, vous le savez, dans sa définition initiale, la manière de faire passer la race sous la classe ou à l'intérieur de quelque chose qui sont des inégalités de classe sociale, dans la construction même des indicateurs qu'on a construits, par exemple. C'est aussi des processus d'organisation séparés des scolarités, alors qui se retrouvent dans la composition des classes de certains établissements, mais qui se retrouvent aussi dans des dispositifs spécialisés, et comme des dispositifs, par exemple, peuvent servir. Et ça, c'est un grand élément qu'on connaît bien pour toute la question du validisme dans l'éducation nationale. Dès qu'on fait un dispositif spécifique censé pouvoir aider les publics, ça finit par se transformer en un truc qui permet de contenir les publics qu'on ne veut pas voir dans les classes normales. Voilà. Et il y a quelques exemples tout à fait croustillants si ça vous intéresse. Les questions de refus d'inscription. On a toujours le discours ou l'idée que tous les enfants sont à l'école, mais ce n'est pas vrai. Pas tous les enfants sont à l'école, puisqu'il y en a à qui on refuse des inscriptions. Et si la question des inscriptions au niveau maternel primaire, c'est d'abord les politiques municipales, on a aussi des processus qui sont observés concernant les jeunes primo-arrivants sur le refus d'inscription dans des lycées, en utilisant par exemple le critère de l'âge, du fait qu'on n'est plus dans la scolarité obligatoire. Donc on a des contournements dans le type de justification. Toute la question des discriminations en stage, où là, je voudrais insister sur le fait que c'est souvent pensé en termes d'accès au stage, mais il faut voir en même temps le contenu de stage. Est-ce que le contenu correspond au référentiel de formation? Est-ce qu'il est pertinent de ce point de vue-là? Et est-ce que le contenu, c'est pas aussi apprendre à discriminer? Petite anecdote, une enquête que j'avais menée en 2006 dans la région Lorraine. Je fais un entretien avec une jeune femme qui est en BEP secrétariat, ça s'appelait à l'époque encore, en BEP secrétariat, et elle m'explique qu'elle a été donc en stage dans une entreprise où le premier travail qu'on lui a demandé, c'est qu'on lui a donné une pile de CV. Et on lui a dit, bon, tu mets à la poubelle tous les CV avec un nom étranger ou qui viennent d'une adresse de banlieue. Et elle se retrouvait, elle, jeune fille maghrébine, voilà, avec la honte, l'humiliation, la violence. Et évidemment, quand il a fallu faire le rapport de stage, de quoi allait-elle parler? Allait-elle parler du travail réel qu'elle a fait? Non, elle ne pouvait pas en parler. Et on l'a aidé, aussi bien son enseignant que le tuteur de stage l'ont aidé à bricoler un rapport dans lequel elle a appris à mentir sur ce qu'elle avait fait dans son stage. Voilà. Donc on apprend aussi à mentir à l'école. Les interactions en classe, les attentes, la nature du travail exigé, on en a parlé ce matin sur la différenciation passive-active. Voilà. On a aussi des éléments, et les collègues, j'ai discuté avec des collègues de l'équipe ESCOL qui ont mené des travaux sur ça. Vous trouverez dans les publications quelque chose qui parle de la classe sociale de façon systématique, parfois de la question du genre, mais je ne l'ai pas trouvé écrit. Du coup, j'ai interpellé les collègues sur ça. Il semblerait que dans les observations, ce soit aussi la question raciale qui soit présente. Voilà. En tout cas, ça mériterait d'être réfléchi avec cet élément-là. Tout ce qui est attendu disciplinaire et de sanctions aux punitions, y compris les exclusions de classe. Julien Garrick vient de sortir sa thèse, de publier un bouquin autour de sa thèse sur ça. Mais dans sa thèse, il n'a pas traité la question raciale, parce que dans le champ des sciences de l'éducation, c'est un peu difficile de le dire. Mais il a plein de matériaux qui montrent que ces questions, elles sont présentes. Vous voyez, ça fait partie des problèmes de reconnaissance dont je parlais tout à l'heure. C'est pas que des choses n'existent pas, c'est pas qu'on n'en sait rien parfois. C'est que c'est parfois difficile quand on construit une carrière, de pouvoir le faire en posant ces éléments-là.
On a quelques travaux aussi sur l'affectation des personnes dans les dispositifs de remédiation. On a quelques travaux rares sur les questions des évaluations en tant que telles. Par contre, on a quelques travaux aussi sur les bulletins scolaires et sur est-ce qu'à note égale, on a, alors on le sait bien sur la question du genre, mais ça vaut aussi sur la question de classe et sur la question de race, c'est que la manière d'évaluer, le type de standard que l'on a dans la manière de représenter les performances des élèves n'est pas la même, n'est pas le même. Et enfin, sur la question des pratiques d'orientation. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai dû déborder. Voilà. Si après, dans la discussion, j'ai deux, trois graphiques que je pourrais peut-être vous montrer si c'est un intérêt, qui sont liés à un travail de recherche-action qu'on a mené pendant 4 ans à Villeurbanne, et sur laquelle on est en train de travailler pour un bouquin collectif avec tous les collègues des collèges, lycées, parents d'élèves, etc., qui ont travaillé sur ce projet-là. Voilà. Ce qui illustrera aussi le côté très articulé, hein, des rapports sociaux.